Salut à tous! Vous n'avez pas besoin d'être un archéologue professionnel pour faire une découverte exceptionnelle, mais cela aide probablement. Les archéologues savent souvent où chercher, mais la vérité est que des trouvailles incroyables du passé peuvent être faites par n'importe qui, n'importe où, à tout moment. En fin de compte, peu importe qui fait les découvertes, tant qu'elles sont faites par quelqu'un, et voici certaines des meilleures, c'est parti! Anneau de Sénicianus. Lorsque John Ronald Tolkien a écrit Le Seigneur des Anneaux, il est possible qu'il se soit inspiré de l'artefact connu sous le nom d'Anneau de Sénicianus et de sa tablette de malédiction associée. Le nom de l'anneau est trompeur, car Sénicianus était un voleur. L'anneau appartenait à l'origine à un homme nommé Silvianus, qui était extrêmement en colère lorsque sa précieuse possession lui a été prise il y a environ 1600 ans. Silvianus a cherché conseil auprès de sorcières et a conçu une malédiction visant non seulement Sénicianus, mais aussi toute autre personne qui prendrait possession de l'anneau à l'avenir et a gravé la malédiction sur une tablette de plomb. Le National Trust britannique ne semble pas trop s'inquiéter de la malédiction, cependant, car il leur appartient maintenant et il est exposé à l'intérieur du manoir Vine à Basingstoke, dans le Hampshire, aux côtés de la plaque. Silvianus n'a pas expliqué pourquoi il était si sûr que Sénicianus avait pris son anneau en or massif, mais son inscription avertit qu'il a fait don de la moitié de sa valeur au temple de Nodens pour s'assurer que les dieux infligeront des maladies aux détenteurs de l'anneau jusqu'à ce qu'il soit apporté au temple. Il avait raison sur ses soupçons, car la gravure à l'intérieur de l'anneau dit « Sénicianus, puisses-tu vivre avec Dieu ?» Nous n'avons aucune information sur la santé de Sénicianus, donc nous ne pouvons pas dire si la malédiction a été efficace. Bague à bac chinoise. La ligne des avancées technologiques qui a abouti à la création de l'ordinateur a commencé avec l'invention de la bague. Si nous acceptons cette affirmation comme un fait, alors nous pouvons considérer cette minuscule bague à bac chinoise comme la première pièce de technologie portable au monde. Cette impressionnante pièce de joaillerie pratique a été fabriquée il y a environ 300 ans pendant la dynastie Qing chinoise. Le dispositif est carré et mesure seulement un demi-centimètre de haut et de large. Vous auriez besoin de transporter une très petite épingle avec vous pour en tirer une utilité pratique. Il est tout simplement trop petit et délicat pour être actionné avec les doigts. Ces bagues étaient utilisées par les commerçants et les propriétaires de stands de marché pour calculer rapidement les prix sur place afin qu'ils puissent convenir d'achat ou de vente. Malheureusement, l'histoire ne nous dit pas quand la première bague a été fabriquée ou qui a eu l'idée. Qui que soit cette personne, elle a inventé une aide mathématique sur place qui ne serait pas surpassée avant l'invention de la calculatrice électronique dans les années 60. Tête d'if. Les sculptures et gravures deviennent un thème récurrent dans cette vidéo, alors regardons-en une autre. Il s'agit de la tête en bronze d'If, parfois connue sous le titre plus court et plus simple, la tête d'If. Elle était l'une des 18 sculptures en alliage de cuivre trouvées simultanément lorsqu'elle a été découverte à If, au Nigeria, en 1938, mais les 17 autres pâlissent en comparaison à celle-ci. La région d'If au Nigeria est historiquement un centre religieux du peuple Yoruba et abritait autrefois leur royauté. Il est très probable que l'individu représenté dans la pièce soit un ancien dirigeant Yoruba ayant régné pendant le XIVe ou le XVe siècle. En 1938, les historiens et archéologues occidentaux avaient une faible opinion de l'histoire et de la culture africaine, croyant les cultures africaines antérieures incapables de produire un art significatif. La tête d'If est l'une des nombreuses découvertes qui ont aidé à briser cette perception. Elle est considérée comme une relique culturelle si importante au Nigeria que des images d'elle apparaissent dans le branding et les logos de nombreuses entreprises et organisations nigérianes modernes, des écoles aux banques. Le Shiva de Parel. Les sculptures, gravures et autres dédicaces au dieu hindou Shiva ne sont guère rares en Inde, mais peu ont autant d'importance que le relief de Parel, parfois également connu sous le nom de Shiva de Parel. Ce relief monolithique a été daté de la fin de la période Gupta, ce qui signifie qu'il a été réalisé soit vers la fin du 5e siècle, soit au début du 6e. Bien qu'il soit de couleur brun-vert aujourd'hui, il a été initialement fabriqué à partir de granit blanc et présente 7 images différentes de Shiva. Sont également représentés 5 musiciens Ghana, identifiables à leur proportion diminutive. Ceux dans le bas à droite de la pièce ne sont guère plus que des esquisses, ce qui implique que le relief de Parel a peut-être été abandonné avant d'être terminé. Son importance vient du fait qu'il date de la même période que les reliefs mondialement célèbres des grottes d'Elephanta.
Il a certains aspects en commun avec ces reliefs, mais n'est pas considéré comme l'œuvre du même artiste. L'artefact est inscrit comme monument protégé au niveau national en Inde depuis 1985. Sculpture de taureau en cuivre. Il y a exactement 100 ans, en 1923, l'archéologue britannique Leonard Woolley a trouvé une sculpture en cuivre d'un taureau sur un site appelé Tel al-Ubaid, à proximité de la célèbre ville ancienne d'Ur, dans le sud de l'Irak. Il était un archéologue brillant, mais manquait d'imagination pour nommer ses découvertes. Alors il l'a appelée le taureau en cuivre et l'a ramenée en Angleterre. Elle est toujours là aujourd'hui dans la collection du British Museum, où les experts disent qu'elle a environ 4600 ans. Elle a l'air un peu délabrée, mais cela est dû à une combinaison de son âge immense et du fait qu'elle a été partiellement écrasée par la maçonnerie tombante lorsque le temple qui l'abritait autrefois s'est effondré. D'autres sculptures de taureaux ont également été trouvées à proximité, mais celle-ci est la plus grande et l'une des seules à avoir été récupérée en un seul morceau, ou du moins principalement en un seul morceau. Il y avait autrefois des attaches en bois à la sculpture, mais celles-ci ont depuis longtemps pourri et plus récemment ont été remplacées par de la cire de moulage sur l'espace où elles se trouvaient auparavant. Pierre d'Artoniou. Passant au sujet des pierres anciennes mystérieuses, la pierre d'Artoniou a été découverte en Cornouailles, en Angleterre, en 1998 dans les ruines du château de Tintagel. Le château de Tintagel est associé au mythe du roi Arthur. C'est pourquoi l'artefact est parfois également connu sous le nom de pierre d'Arthur. La pierre a été trouvée dans une couche archéologique qui peut être datée de manière fiable au VIe siècle et semble être une pierre de dédicace, mais qui a été brisée en deux puis réutilisée pour créer un drain lorsque la structure à laquelle elle était dédiée a été détruite. Le nom d'Artoniou vient de l'inscription gravée sur le côté de la pierre en latin. Elle dit « Patern coli avi ficit Artoniou », ce qui signifie « Artoniou, descendant de Paternus Colus, a fait cela ». Cependant, le style bâclé de l'inscription suggère qu'elle a été gravée comme une forme de graffiti plutôt que comme une inscription formelle. La légende dit que le roi Arthur a été conçu à Tintagel, et certains partisans de l'idée qu'il y a une base historique pour un vrai roi Arthur affirment que Artoniou est une ancienne variante d'Arthur. Dire qu'il y a peu de preuves pour soutenir cette affirmation serait un euphémisme. Arme vieille de 1000 ans. Voici une découverte qui pourrait remettre en question nos perceptions des rôles de genre dans l'Antiquité. Il y a un demi-siècle, un important site de sépulture d'armes a été découvert à Swantaka, à Hattula, en Finlande. En 2021, le site et son contenu ont été réexaminés, conduisant à des révélations surprenantes. Le site finlandais est bien connu pour la découverte d'une épée à manche en bronze en 1968, qui a par la suite mené à la découverte d'une tombe vieille de 1000 ans remplie d'armes. L'occupant de la tombe a été enterré portant des vêtements traditionnels féminins de l'époque, mais la présence de dizaines d'armes, y compris 2 épées, indiquait la présence d'un homme. Pour résoudre le débat sur le sexe biologique de l'individu, l'étude de 2021 a obtenu un échantillon d'ADN et l'a testé en conditions de laboratoire. À leur grande surprise, ils ont découvert que cette personne avait le syndrome de Klinefelter et était née avec les chromosomes XXY. La présence du chromosome Y l'aurait rendu masculin, mais le chromosome X supplémentaire aurait probablement créé des caractéristiques féminines, telles que des seins et une masse musculaire réduite. D'après leurs vêtements, il est évident que cette personne s'identifiait comme femme. Les personnes qui s'identifient à un genre différent de leur sexe de naissance luttent encore aujourd'hui pour les droits humains de base. Et pourtant, voici quelqu'un d'il y a 1000 ans qui a reçu une sépulture complète de guerriers. Arc de Holmegard. Aussi longtemps que les humains ont eu la capacité mentale et physique de fabriquer des objets, ils ont fabriqué des armes. Bien avant l'invention de l'arme à feu, nos ancêtres utilisaient des arcs et des flèches. Il existe un type spécifique d'arc qui a été trouvé à plusieurs reprises dans les tourbières de l'Europe du Nord, connu sous le nom d'arc de Holmegard. Ces instruments en bois datent de la période mésolithique, ce qui les rend vieux de plus de 7000 ans. Les arcs portent ce nom car le premier jamais découvert a été trouvé dans la région de Holmegard, au Danemark. Ils ne sont pas seulement les plus vieux arcs d'Europe, ils sont les plus anciens jamais trouvés dans le monde. La manière dont ils étaient fabriqués est tout à fait différente de la façon dont les arcs sont fabriqués pour le tir à l'arc aujourd'hui. Le bois était retiré de leur dos, puis le ventre de l'arc était rendu convexe. Cela a changé après l'introduction de l'orme dans la région du Danemark il y a environ 5000 ans. Avant cela, les arcs étaient fabriqués en orme, chêne, frêne ou érable.
Malgré leur grand âge, ils auraient probablement été capables de tirer des flèches beaucoup plus loin et plus rapidement que les longs arcs anglais. L'histoire du chronoviseur est apparue en 1972 lorsque le prêtre italien Pellegrino Ernetti a affirmé avoir participé à la création d'une machine au Vatican capable d'observer des événements du passé, tels que des moments de la vie de Jésus. Il prétendait que l'appareil captait des échos visuels et sonores de l'histoire. Cependant, l'image présentée comme preuve a été démasquée comme étant fausse, et il n'existe aucune preuve scientifique de l'existence d'une telle machine. Le Vatican n'a jamais confirmé cette histoire, qui est largement considérée comme une légende ou une invention d'Ernetti. Pourtant, l'idée du chronoviseur reste l'une des théories du complot les plus intrigantes liées au Vatican. Certains pensent que cette machine, si elle existait, bouleverserait à jamais la compréhension de l'histoire et de la foi. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ce sujet mystérieux. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Moine de l'époque byzantine. Voici une nouvelle découverte pour une nouvelle année. Au tout début de 2023, des archéologues à Khirbat al-Massani, en Israël, ont confirmé la découverte d'un moine de l'époque byzantine qui a été enterré en servitude. Il y avait autrefois un monastère sur le site. Il est donc probable que le moine a été enterré près de sa maison il y a environ 1500 ans. L'individu malheureux a été enterré dans une petite tombe en schiste près de l'abside centrale de ce qui était autrefois une église. Malgré la nature inhabituelle de l'enterrement, les historiens ne pensent pas que c'était une forme de punition. Au lieu de cela, ils croient que le fait que le moine anonyme a été enterré avec des anneaux de fer de 10 kg autour de son cou, de ses mains et de ses pieds était un signe de sa profonde et indéfectible dévotion à sa foi. Il est probable qu'il a vécu un style de vie ascétique, ce qui aurait impliqué de porter des chaînes dans la vie ainsi que dans la mort et de vivre volontairement dans des conditions inconfortables et même douloureuses. On a longtemps cru que de telles pratiques étaient confinées à la Syrie pendant l'époque byzantine, mais cette découverte prouve que la croyance et la pratique se sont répandues loin et large. Guerrier de Hirschlanden. Nous allons examiner une sculpture ancienne ensuite. Il s'agit du guerrier de Hirschlanden. La sculpture en grès est la plus ancienne sculpture de l'âge du fer connue en Europe. Malgré ses proportions inhabituelles, il est clair de voir qu'il s'agit d'une représentation d'un guerrier ityphalique nu. Les experts disent que la sculpture a été créée par la culture de Hallstatt, qui vivait dans la région de Bade-Wurtemberg en Allemagne il y a environ 2600 ans. Le poignard que le guerrier est représenté portant est typique de la conception de Hallstatt, tout comme le torque autour de son cou. La chose curieuse à propos de la sculpture est qu'elle a été trouvée enterrée dans un tumulus bas à Ditzingen, mais il semble qu'elle était déjà vieille au moment où elle a été enterrée. Si ce n'était pas le cas, elle ne serait pas aussi fortement érodée qu'elle l'est. Une telle érosion ne peut se produire que lorsque des objets sont laissés exposés aux éléments pendant une période prolongée. Donc, les experts ne sont pas sûrs de la raison pour laquelle elle a tenu debout si longtemps avant d'être enterrée. Il est possible, mais peu probable, qu'elle se soit dressée au sommet du tumulus mais ait coulé à travers le sol. Sculpture de Sperlonga. Les sculptures de Sperlonga sont ainsi nommées parce qu'elles ont été trouvées sur le site d'une ancienne villa qui appartenait autrefois à l'empereur romain Tibère à Sperlonga, qui se trouve entre Rome et Naples en Italie. Beaucoup de chercheurs pensent que l'empereur a fait construire et installer exprès ces sculptures dans une grotte qu'il utilisait pour dîner. Les sculptures, qui sont dans un état remarquable considérant qu'elles ont 2000 ans, représentent des scènes de l'histoire classique d'Ulysse et sont typiques du style baroque hellénistique qui était populaire à l'époque. Tibère a failli être tué lorsque la grotte s'est effondrée sur lui en l'an 26. Mais les statues ont survécu et ont été redécouvertes par des archéologues en 1957. Certaines d'entre elles étaient brisées en centaines ou même en milliers de petits morceaux lorsqu'elles ont été trouvées. Mais elles ont depuis été partiellement ou entièrement restaurées. Heureusement, une inscription survivante sur une sculpture d'un navire porte les noms des artistes responsables de l'œuvre. Ils s'appelaient Athénodore, Agésandre et Polydore. Les textes romains anciens indiquent que ces sculpteurs venaient de Rhodes, mais aucune autre information sur eux n'est connue. Évangile de Garima. Continuons avec les évangiles de Garima. Il s'agit d'une paire de livres d'évangiles éthiopiens, dont l'un est considéré comme le plus ancien manuscrit chrétien illustré survivant au monde. Les partisans de cette théorie disent que les évangiles ont été créés ensemble en l'an 500, mais l'un des deux pourrait être encore plus ancien.
Les tests de datation au radiocarbone suggèrent que Garima I a été écrit et relié quelque part entre 530 et 660, tandis que Garima II est plus susceptible de provenir d'une période entre 390 et 570. Avant les tests de datation au carbone, les chercheurs occidentaux avaient rejeté les évangiles comme des produits sans importance du XIIe siècle. Aujourd'hui, ils sont tous deux conservés dans le monastère Abba Garima en Éthiopie, où l'on prétend qu'ils n'ont jamais quitté le monastère. Cependant, il y a encore des doutes à ce sujet. La région autour du monastère a été occupée par les musulmans entre le 9e et le 14e siècle, et il semble peu probable que les évangiles auraient survécu à cette période, à moins qu'ils n'aient été emmenés hors du monastère et cachés. Peu importe comment ils ont survécu, ils sont les témoins versionnels les plus anciens du texte byzantin précoce des évangiles, et également les plus anciens manuscrits éthiopiens survivants de toute description. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.